Après 2 mois complètement fous, c'est déjà la fin de la saison des airdrops. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire un petit peu partout sur Twitter suite à l'airdrop de Starknet. Alors je voudrais prendre le temps pour revenir un petit peu là-dessus. Et juste avant de commencer, sache qu'aujourd'hui on est samedi, en tout cas pour moi, et que comme tous les samedis, il y a une nouvelle newsletter qui fait le récap de l'actualité des airdrops qui tombent. Cette semaine, elle parlera évidemment de l'actualité avec l'airdrop de Starknet, d'une nouvelle distribution de LXP avec Linea, du claim d'un airdrop de D.Fi, tu sais ceux qui font un petit peu concurrent à des banques et en même temps qui font scanner de shitcoin, et d'un free mint de chez Clenosaurs. Si tu ne veux pas la louper, c'est directement le premier lien en description et c'est totalement gratuit. Voilà, je t'envoie ça à 18h aujourd'hui. Ceci étant dit, d'où vient ce profond sentiment de désespoir? À lire tout ce qu'on peut voir sur Twitter, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui pensent que c'est totalement terminé et qu'on n'aura plus jamais d'airdrop comme Arbitrum. Et parce que oui, on va encore une fois utiliser l'airdrop d'Arbitrum comme référence. Parce que je pense pas me tromper en disant que c'est celui qui a eu le plus de succès. Autant au niveau de il a mis quasiment tout le monde d'accord, qu'au niveau des critères qui ont été utilisés qui étaient relativement justes. Mais pour moi, l'airdrop d'Arbitrum, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué de façon positive. Déjà parce que c'était un airdrop un petit peu à l'ancienne et il n'y avait pas tant que ça de communication dessus. Je veux dire, la team derrière Arbitrum, c'est-à-dire Offchain Labs, ils en ont jamais mentionné mot et ils ont eu totalement raison là-dessus. Ils ont pas fait de spéculation ni rien du tout. On s'est juste réveillé un matin et puis il y avait l'annonce avec un checker qui permettait de regarder si tu étais éligible ou pas. Les critères étaient vraiment très généraux pour pas avantager un projet ou un autre. Et globalement, si t'étais un utilisateur et que t'avais juste utilisé le réseau de façon normale, et ben t'étais éligible. Vraiment, il n'y avait pas de manigance ou quoi que ce soit. Alors ça a évidemment dû inclure des bots, hein, c'est impossible de ne pas les inclure malheureusement quand on fait ce genre de choses. Mais pour le coup, la communauté était vraiment unanime. Arbitrum, c'est un bon airdrop. Et ça, c'est une réalisation que j'ai faite suite à la vidéo sur Starknet, qui du coup s'est fait bombarder de commentaires pour dire que l'airdrop était nul, il était pas bien calibré, etc. Et je me suis posé la question de si j'allais la comparer avec les commentaires que j'avais reçus sur la vidéo à l'époque d'Arbitrum. Et bien figure-toi que pas du tout, effectivement sur la vidéo de l'airdrop d'Arbitrum, j'ai pas retrouvé un seul commentaire négatif. Alors je vais essayer de faire le point des critiques qui remontent le plus souvent. Je vais essayer de faire de mon mieux pour avoir un avis objectif, mais comme tu le sais, c'est plus compliqué quand toi-même tu es éligible. Du coup, la critique principale, c'est tout simplement que beaucoup de vrais utilisateurs avec beaucoup d'activités sur la blockchain passent à côté de l'airdrop. Et là, je te parle de personnes qui ont plusieurs centaines de transactions, plusieurs dizaines de milliers de dollars de volume, etc. Donc des utilisateurs importants de l'écosystème, qui eux passent à côté de l'airdrop parce qu'ils n'ont pas 0,005 Ethereum sur leur wallet au moment de la snapshot. Et ça, c'est d'autant plus incohérent parce que la majorité de ces personnes, en fait, eh bien, elles ont des centaines, voire des milliers de dollars qui sont posés sur des projets de l'écosystème, que ce soit sous la forme de LP sur Ekubo ou alors sous la forme de lending via Nostra ou Zkalen par exemple. Et bon, avoir des fonds en LP ou en lending, eh ben, c'est 20 fois plus utile pour l'écosystème que de les avoir juste sur son wallet, on va pas se mentir. À mon sens, c'est pas normal que ces gens-là soient exclus. Que ce soit le cas pour les gens qui sont vraiment à râler pâquerette des premiers critères, là je comprends totalement, mais pour les gens qui sont sur Starknet depuis fin 2022 ou même avant, ça me paraît pas être une bonne idée de venir les exclure volontairement. Le deuxième point que j'ai pas vu soulever mais que je me permets quand même de lever, c'est le manque de transparence sur l'ECMP, qui vient récompenser les personnes qui sont actives sur Starknet, mais pas directement sur la blockchain. Ça peut être des développeurs, ça peut être des personnes qui ont pas mal communiqué sur le réseau, etc., des personnes qui ont aidé. Pour le coup, ici, on est sur quelque chose qui est très opaque, on a juste l'information qu'il y a un petit peu plus de 2000 wallets qui sont éligibles à ça, et j'ai cru comprendre qu'il y a plusieurs tiers en fonction des contributions. Pour le coup, j'aurais préféré un modèle à la Optimisme, là où il y a absolument tout qui est transparent, là où on peut très clairement voir les candidatures des gens et donc ce qu'ils ont réalisé pour le réseau ou pas, et également voir les sommes qui sont associées. Pour un souci de transparence, et surtout vu que c'est vraiment ce que Starknet met en avant, ben ça me paraît assez important que ce soit le cas. Pourtant, à part quelques screens sur Twitter, on n'a absolument aucune information à ce niveau-là. Et ensuite, le troisième point, c'est la magouille avec le cliff. En effet, normalement, quand tu es un investisseur et que tu investis dans un projet, il y a un cliff, c'est-à-dire un délai à partir du lancement du jeton qui fait que tu ne peux pas venir vendre tes jetons. Ce qui assure du coup que l'investisseur est prêt à laisser ses fonds pendant un certain paquet de temps sur le projet. Ce délai-là, il me semble qu'il est de 2 ans pour Starknet, sauf que le délai va pas commencer au moment là où on va recevoir notre airdrop et du coup au moment là où le jeton aura une véritable valeur, mais bien au moment là où le contrat du jeton a été déployé, c'est-à-dire il y a quasiment 1 an et demi. Ce qui fait que dans quelques mois, les jetons des VC pourront déjà être vendus. Encore une fois, pour une blockchain pour laquelle le discours c'est très clairement on construit pour le long terme, entre le discours et les actions, il y a quand même un certain delta. Après, est-ce que c'est les premiers à avantager les investisseurs sur X, Y ou Z? C'est absolument pas le cas, mais je pense quand même que c'est important de le souligner. Ça, c'est vraiment les 3 gros points que je vois et que je revois et qui sortent à chaque fois. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec le discours que je commence à voir un petit peu partout sur Twitter, c'est de dire que parce que Starknet est décevant, tous les prochains airdrops le seront également. Déjà juste parce que dans un premier temps, de façon historique, ça a mal vieilli ce genre de déclaration. Je me rappelle l'été dernier, là où tout le monde annonçait la fin des airdrops parce que Sei ça avait complètement foiré, et là c'était pas tant que Sei avait foiré, mais plutôt que la distribution était décevante, parce que les utilisateurs du testnet étaient pas du tout satisfaits des fonds qu'ils ont reçus. Pourtant tout ça n'a absolument pas empêché Sei de fonctionner. Preuve en est, le jeton a touché le dollar hier, alors qu'au moment de l'airdrop, il avait lancé à 0,17 $. Pour te donner un ordre de grandeur, Sei c'est 46ème sur le top market cap. Alors bon, maintenant si on regarde un petit peu la
TVL de la blockchain, c'est vrai qu'elle est qu'à 20 millions. Et oui, 20 millions de TVL pour une blockchain qui est dans le top 50, c'est très clairement décevant. Parce que juste à côté, on a Arbitrum qui est 43ème. Alors que si on regarde la TVL d'Arbitrum qui aujourd'hui est à 3 milliards, et ben c'est pas du tout la même limonade. Les deux écosystèmes sont absolument incomparables. Alors évidemment, le fait qu'Arbitrum ne soit pas un jeton de gaz et du coup qu'Arbitrum soit une layer 2, ça ne l'aide pas. Et à l'inverse, le fait que Sei soit un jeton de gaz, et bien là, dans ce cas de figure là, ça l'aide et ça le pousse vers le haut. Alors c'est quoi mon point là derrière et pourquoi je parle de ça? C'est l'exemple typique qu'un projet peut faire un bon airdrop et ne pas avoir une performance complètement délirante, et de l'autre côté qu'un projet peut foirer son airdrop et avoir des performances qui sont vraiment pas déconnantes. Alors aujourd'hui on est d'accord pour dire que la distribution de l'airdrop de Starknet est décevante, mais de là à dire que l'écosystème va se planter à cause de ça, je n'y crois pas. Ensuite, pour revenir sur le c'est terminé, il n'y a plus d'airdrop intéressant, etc. Je pense juste qu'il faut sortir des sentiers battus aujourd'hui. Que les gros airdrops que tu vois balancer à droite à gauche sur le CT sont déjà crowdés, alors qu'en réalité, il existe encore des niches de petits projets ou de projets un petit peu plus grands qui arrivent très bien à tirer leur épingle du jeu. Et qui, je pense, ne seront pas décevants au niveau des airdrops. C'est pas parce qu'un projet n'a pas levé des dizaines de millions de dollars que son airdrop va être nul. Comme on l'a déjà vu, ça dépend également de son nombre d'utilisateurs, et encore plus de son nombre d'utilisateurs éligibles. Et je pense que des exemples comme ça, avec un petit peu des outliers, on va en voir de plus en plus souvent. Que ce soit des conditions extrêmement niches dans des airdrops qui normalement ne sont pas exceptionnels, mais qui, si tu coches cette condition, peut vraiment être intéressant. Je pense à l'airdrop de Outlier, là où si tu possédais le mot NFT, c'était extrêmement intéressant. Ou alors à plein de petits projets qui sont plus petits et sur lesquels la compétition est quasiment inexistante. Très souvent, ce sont des projets qui, malgré le fait qu'ils soient assez intéressants, parce que ce sont pas de simples forks et qu'ils apportent de la valeur nouvelle, le fait qu'ils ont levé des fonds mais pas suffisamment pour être sur les radars de tout le monde, typiquement tous les projets qui ont levé en dessous de 10 millions de dollars, il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse, et bien dans le lot, je pense qu'il y a des choses relativement intéressantes et qu'on n'est pas à l'abri de voir un nouveau JITO émerger. Un de mes plays à ce niveau-là, c'est Prime Protocol. C'est un projet de lending borrowing qui fonctionne en omnichain et qui est déjà live. Petit bonus, ça utilise Layer 0 et dans certains cas Axelar. Le projet a levé 5 millions de dollars. C'est un projet que beaucoup de monde ignore tout simplement car ils ne font pas de marketing. Et quand tu vas sur l'interface, elle n'est pas au niveau de ce qu'on a l'habitude de voir à droite à gauche. Notamment par des projets qui ont levé plus de fonds et du coup qui ont vraiment le budget à mettre dans l'interface. Et très souvent, ce genre de plus petits projets sont ignorés. Parce qu'ils sont pas forcément très gros, ni spécialement beaux, et tout simplement car tu ne les verras pas mentionnés en masse sur crypto Twitter. C'est des projets qui au premier abord ont vraiment pas l'air sexy. Dans le même cas de figure, on pourrait très clairement mettre un Wormhole ou un Tensor. Ce sont des projets qui représentent des choses que les gens n'ont absolument pas envie de faire. Je pense à Tensor par exemple pour faire des offres d'achat sur des NFT. À moins d'être un dégénéré qui achète des NFT sur Solana, il n'y a pas grande raison de faire ça. Et puis bon, l'interface de Tensor elle prête quand même pas mal à confusion. Et c'est exactement pareil pour Wormhole, là où personne n'a envie de se balader là-dessus parce que t'as une chance sur deux de perdre tes jetons si tu sais pas ce que tu fais. De mon côté, je pense que les prochains gros airdrops ils viendront de ces plays-là. Ces plays-là qui ne sont absolument pas sexy et qui ne passent pas sur crypto Twitter en boucle, que ce soit à cause de l'interface, de l'expérience utilisateur ou tout simplement du domaine qui est un peu niche, et qui pourtant un jour ou l'autre vont devoir lancer leurs jetons, et là les projecteurs seront finalement braqués sur eux, mais ce sera déjà trop tard pour participer. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, si tu veux performer dans les airdrops, il faut avoir un edge, et je pense qu'en ce moment, la façon la plus simple de trouver un edge, c'est tout simplement de se positionner sur ces projets sur lesquels personne ne veut se positionner. Et une fois que tu trouves quelque chose comme ça, et ben c'est là que ça peut vraiment devenir intéressant, parce que s'il y a très peu de monde dessus, en plus d'être par défaut un airdrop qui va être relativement intéressant, si tu as de la conviction, tu peux vraiment te positionner correctement dessus. Pour pouvoir faire tout ça et pour avoir toutes ces informations là, il faut évidemment faire plus de recherches que simplement aller voir sur Twitter et tomber sur les plus gros airdrops qui sont mentionnés à droite à gauche en permanence. Et ça par contre, ça demande plus de travail et plus de temps à investir, c'est sûr. Et oui, c'est une réalité. Plus le temps passe, plus chasser les airdrops va devenir compliqué. De 1 déjà parce que plus le temps passe, plus il va y avoir de monde dessus. Et de 2 parce que plus le temps passe, plus les gens qui vont chasser les airdrops vont devenir sophistiqués. Que ce soit de la façon basique en obtenant plus de capital parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont dans l'écosystème, ou alors parce qu'ils comprennent mieux l'écosystème et qu'ils prennent le temps d'apprendre différentes stratégies. L'essence, chasser les airdrops, c'est du joueur contre joueur. Je veux dire, il y a une part de gâteau et on la partage entre toutes les personnes qui sont éligibles. Il y a un classement qui est réalisé de façon plus ou moins arbitraire avec des critères qu'on ne connaît pas à l'avance, et ton objectif c'est d'être dans ce classement-là et d'être le plus haut possible pour pouvoir récupérer le plus de gâteaux. Et je te dis pas ça pour te faire déprimer parce que c'est compliqué, etc., mais c'est une réalité du terrain. Plus le temps va passer, plus les utilisateurs seront avancés et plus ce sera difficile. Et ça c'est sans parler qu'un jour on aura un énorme événement avec un énorme airdrop du style de celui d'Arbitrum qu'on a eu en 2023, qui du coup risque de lancer une nouvelle grande ère de la piraterie. Là-dessus je pense qu'il n'y a pas 50 airdrops qui peuvent déclencher ça et il y en a vraiment 2 qui sortent du lot. À mon avis ce sera probablement Layer 0 ou ZK Sync. Et je sais pas si t'étais là pendant les 2-3 mois qui ont suivi Arbitrum, mais malgré le fait qu'on était en plein bear et qu'il y avait absolument aucune action
l'impression aucun truc intéressant à faire on-chain, on a eu une énorme vague de nouveaux farmers qui ont débarqué et qui ont fait monter les guets. Et ça, je pense très clairement que ça va se reproduire le jour là où on aura de nouveau un gros airdrop. Aussi autre chose, et ça par contre ça c'est non relié, c'est une histoire de semaines maintenant avant qu'on ait la prochaine mise à jour Ethereum qui sera la 4844, et celle-là elle va venir réduire de façon drastique les frais de transaction sur les layers 2. Au niveau des estimations, ça plage sur un divisé par 10. C'est très probable que sur certaines L2, les critères que tu chopes avant cette mise à jour là aient plus de valeur que ceux que tu chopes après. C'était le cas par exemple sur Arbitrum avec la mise à jour Nitro, là où les points que tu chopais sur Arbitrum avant cette mise à jour là valaient 2 fois plus que les points que tu chopais après. Donc voilà, je le mentionne ici pour ceux qui sont arrivés à la fin de la vidéo. Ça c'est donc typiquement quelque chose qui pourrait être utilisé par des zcasing, des scrolls, etc. La conclusion c'est que les airdrops à mon sens sont très clairement loin d'être morts. Aujourd'hui la majorité des projets ne peuvent pas se permettre de lancer sans faire un airdrop. Déjà parce que d'un point de vue légal c'est extrêmement pratique. Quand tu participes à un airdrop tu génères des frais pour le projet et donc d'une certaine façon on est sur une ICO déguisée. Et je pense donc que c'est une méta qui va rester dans le temps. Un petit peu comme le modèle des ICO de 2017 qui est encore utilisé aujourd'hui. Pour le coup la saison des airdrops est très clairement pas terminée. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.